Donc le sol, qui est sans doute la ressource naturelle la moins renouvelable qui soit, un sol qui part sur la route, hein, c'est quoi, 10 000 ans d'histoire? On va voir ça. Mesdames, Messieurs, pour première table ronde, les enjeux, les tendances, l'évolution, ici sur 2 départements. Merci d'accueillir, Mesdames, Messieurs, Daniel Delahaye, Didier Terrier et Myriam Dutheil. Si vous voulez bien rentrer par votre droite et vous mettre à ma gauche selon l'ordre préétabli. C'est juste pour une question d'image. Daniel Delahaye, Didier Terrier, Myriam Dutheil. Daniel Delahaye, vous êtes professeur des universités à l'université de Caen. Didier Terrier, vous êtes entre autres, conseil départemental du canton d'Yvetot. Vous représentez le président du département. Asseyez-vous, cher Daniel. Et Myriam Dutheil, vous êtes vice-président au conseil départemental de l'Eure à la protection de la nature et des paysages, à l'économie circulaire, au cycle de l'eau et à la biodiversité. Daniel Delahaye, quand on parle sol, quand on parle haie, c'est souvent vous qu'on voit, enfin, en tout cas que je vois à mes côtés. Je suis content que vous soyez là. Le film a tout dit, ou vous souhaitez en rajouter sur le constat qui a l'air d'une érosion et d'un ruissellement, enfin en particulier d'une érosion qui a l'air particulièrement prégnante ici. Vous avez le micro devant vous. Oui, je pense qu'on l'a... Enfin, le film dit à peu près tout, sauf que... Peut-être dire que cette région, en tout cas sur le Pays de Caux, c'est quasiment le laboratoire national sur ces questions-là. Pourquoi ? Parce que c'est sans doute l'une des régions où les sols sont les plus sensibles. Donc, pourquoi ? Parce que... Alors, 2 choses. Parce qu'on a des sols qui sont limoneux, des sols... alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais des limons de plateau, qui sont des limons éoliens, qui sont vraiment très, très sensibles à ce phénomène de battance dont on a parlé. Et puis aussi, c'est un département qui est arrosé. Donc, il y a aussi beaucoup de pluie l'hiver et l'automne. Donc, il prépare ces sols. Donc, tout cumulé. Alors, il y a d'autres petits paramètres, de la matière organique, du calcium et autres, qui font que les sols du Pays de Caux, par exemple, sont beaucoup plus sensibles que les sols voisins de la campagne de Caen, par exemple. Par leur nature propre au sol. De par leur nature propre, oui. Et donc, voilà. Et puis, l'autre point, peut-être, c'est effectivement que le sol a toujours un parent pauvre un peu je dirais, des études environnementales. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un peu corvéable à merci, pas seulement à la campagne, mettez bien le micro sur le menton. En ville également, et que c'est une ressource. Alors on sait qu'elle n'est pas renouvelable ou très très faiblement renouvelable, mais on y a fait longtemps assez peu attention, contrairement à l'eau par exemple. Il n'y a pas d'agence du sol par exemple. Donc voilà, c'est peut-être ces 2 points-là que je voudrais soulever. Mais il n'y a pas d'agence du sol, cela dit. L'agence de l'eau, finalement, est presque une agence de l'eau et des sols, compte tenu des subventions qu'elle engage. Et vous l'avez dit, Daniel, le sol n'existe pas en droit. Dans le Code de l'environnement, on parle d'eau, de biodiversité, d'air, de pollution, et pas de sol. Oui, alors ça, c'est en train de changer rapidement. On le voit, il y a même des questions brûlantes autour de la ZAN et autres. Ça concerne le sol. On voit que c'est des questions complexes et difficiles. Ça, c'est sûr. Et peut-être que ça arrivera avec la directive cadre sur les sols qui a été votée, qui devrait arriver en droit français d'ici 2027 ou 2028. Messieurs, mesdames les élus, ce problème d'érosion... je ne sais pas, monsieur Terrier peut-être, j'étais surpris par la prégnance de l'érosion sur votre département. C'est un département qui part presque à la mer. Quand on regarde juste les chiffres, vous avez constaté... prenez le micro si vous le voulez bien. Vous êtes élu local, vous êtes élu départemental. C'est un problème qui a toujours été, c'est un problème dont la prise en compte a augmenté par les élus. Avant de répondre à votre question, je voudrais déjà, dans un premier temps, au nom du président du département, Bertrand Bellanger, et la vice-présidente en charge de ce dispositif, Cécile Sinopatrie, vous saluer de leur part et surtout vous présenter vos excuses. Vous dire également qu'au niveau du département, l'AREA, c'est un acteur historique depuis très longtemps à nos côtés contre le ruissellement. C'est un partenaire stratégique, d'ailleurs, pour le département, en matière de prévention des risques, d'adaptation des territoires et du changement climatique, bien entendu. On s'appuie sur ce dispositif qui nous apporte très régulièrement sur le département, je parle, d'un apport d'une expertise technique très appuyée, d'un appui des conseils au service du département, et la participation également à l'animation de l'ensemble des réseaux qu'on a l'habitude de mettre en place, participe également au groupe de travail. Je profite de dire tout ça parce que c'est l'occasion
que je puisse le faire. Et puis, il a également un partenaire très fort au niveau formation, sensibilisation et communication avec l'ensemble de ces techniciens. Et puis, je dirais tout simplement que c'est une veille pour nous réglementaire et une technique indispensable. Pour répondre à votre question maintenant, il est vrai que le département a des aspects très forts sur le ruissellement. Obligé de constater également depuis quelques années que la méthode de travail dans le milieu agricole a beaucoup changé. Et on a eu également beaucoup de construction, des industries, etc. On a beaucoup imperméabilisé le sol. Donc évidemment, oui, je pense que d'un côté, on a accentué très certainement le ruissellement. Donc on imperméabilise d'un côté, donc le ruissellement augmente, et vous parliez de l'agriculture juste avant, vous dites que ça a changé. Qu'est-ce qui a changé ? Mais dans le milieu agricole, si vous voulez, je pense qu'on a beaucoup sensibilisé le milieu agricole, c'est-à-dire qu'ils ont changé un grand nombre de pratiques. Et pour éviter le ruissellement, je pense par exemple aux couverts d'hiver et différentes choses que je pourrais vous énumérer. Mais par contre, ils ont été obligés de le faire de par, comment dire, l'élevage. L'élevage a été vraiment dans notre territoire, qui était vraiment un département sur l'élevage, et bien de par les contraintes qu'on impose au milieu agricole, ils étaient obligés de changer leurs pratiques, retourner des prairies, etc., et ce genre de choses, ce qui fait que ça a accentué notre ruissellement. Et je voudrais tout simplement imager, si vous permettez un petit peu mes propos. Je voudrais saluer Jean-François Ouvry qui est là. Quand j'ai été élu en 1995, j'étais au service d'une municipalité, pour tout vous dire, à Louville-Bellefosse, et ensemble, nous avons travaillé sur notre support hydraulique de notre commune pour faire notre plan d'occupation des sols à l'époque. Et je salue le travail de Jean-François Ouvry parce que déjà nous avait éveillé sur un grand nombre de problématiques de ruissellement qui étaient réelles, mais qui depuis, bien entendu, ce document, qui est toujours ma Bible, en tout cas pour moi, qui a été agrémenté de nouveaux dispositifs qui nous entourent dans le cadre du PLUI, et de par ce que je viens de vous signaler, qu'on a été obligé d'ajouter sur l'hydraulique qu'on avait réfléchi en 1995. Tout ça pour vous dire que ça a évolué, mais au moment où je m'exprime, avec les bassins versants et toutes les structures qui nous entourent, bien entendu, il y a eu des schémas de ruissellement de fait, et on a mis du bon sens dans les réalisations qui devaient être faites, travailler en amont le ruissellement. Moi, je suis pratiquement en aval dans ma commune, donc au départ, évidemment, j'avais des points. Je vous parle de ça parce qu'on image, c'est plus clair. Et bien entendu, j'avais des points très stratégiques de ruissellement qui étaient très forts. Gardez bien le micro sur le menton. On a dû travailler en amont pour finir chez nous. Et en définitive, c'était 4-5 ans après. Donc vous voyez, le travail qui a été fait par l'AREAS, en tout cas, c'était un très très beau travail. Et je souhaite vraiment que ça continue. C'est toujours des gens qui nous sensibilisent. Et puis, le département que je représente aujourd'hui, on apporte l'apport financier également, parce que nous sommes un de leurs principaux financeurs. On ne va pas se cacher les mots. On les aide annuellement à la hauteur de 150 000 €. Et vraiment, c'était, pour moi en tout cas, de l'argent bien ciblé, etc., qui a permis d'aménager et de structurer les documents qui nous sont utiles au quotidien. Bon, vu les compliments que vous leur faites, ils n'ont pas de questions à se poser sur la pérennité du budget. Je voulais juger. Madame Dutheil, qu'est-ce que le département peut faire réglementairement parlé, eu égard aux compétences que vous avez ou vous n'avez pas en matière de lutte contre l'érosion et le ruissellement ? Je vais faire comme M. Terrier, je vais déjà remercier l'AREAS déjà pour l'invitation, le département de la Seine-Maritime aussi pour l'invitation. Et puis voilà, alors on ne finance pas au même montant, à même hauteur, mais bon, en tous les cas, on bénéficie de la même expertise de la veille réglementaire et c'est formidable. Franchement, voilà, pour le département de l'Eure, l'AREAS est un partenaire incontournable. Alors oui, on a des compétences, oui et non. Enfin, on n'est pas le département d'une façon générale, il n'a pas la charge de la compétence GEMAPI, ça ne nous empêche pas d'intervenir. De quelle façon ? De manière détournée, indirecte ? De plusieurs façons. Le département de l'Eure, c'est 67% de surfaces agricoles et forestières. Donc aujourd'hui, nous accompagnons les agriculteurs justement pour qu'ils puissent mettre en place des pratiques d'agriculture plus durables, en tous les cas qui vont faciliter l'infiltration des eaux et limiter les effets du ruissellement. C'est-à-dire MAEC et PSE ? Alors MAEC, après ça va dépendre du territoire sur lequel on est, donc il y a évidemment il y a des subventions, mais il y a aussi, voilà, on a un dispositif d'aide, d'accompagnement technique et financier à la plantation de haies, à la plantation de zones enherbées. On
on va inciter les agriculteurs, donc via des subventions à multiplier, comme vous l'avez présenté dans le film, les couverts végétaux. Et là, nous mettons en place un plan de paiement pour services environnementaux à l'échelle départementale, donc qui sera notifié auprès des fonds européens, qui sont les fonds les plus rémunérateurs et qui vont permettre à certains agriculteurs de bénéficier d'indemnisations qui seront peut-être pas à la hauteur de la perte de productivité qu'ils vont subir du fait de changer leur pratique agricole, mais en tous les cas, on va essayer de les accompagner de la meilleure des façons. Et voilà, donc, mais on peut le faire, enfin un département, mais ça vaut aussi pour Monsieur Terrier. Nous, on accompagne aussi, dans le cadre de nos contrats de territoire, des aménagements aussi urbains qui vont permettre de désimperméabiliser. Là, vous parliez de l'imperméabilisation des sols. C'est-à-dire vous aider financièrement ou c'est une aide d'ingénierie territoriale? Alors, les deux, mon capitaine, parce que ça va dépendre sur une grosse communauté d'agglomération de communes où il y a une ingénierie technique et financière au niveau de la collectivité. Vous n'avez pas nécessairement besoin de les aider à savoir comment désimperméabiliser leur cours d'école. Pour une petite commune qui ne va pas avoir nécessairement cette technicité, on va faire de l'ingénierie technique, mais aussi on finance aussi des désimperméabilisations. Donc ça vaut pour l'école, mais ça peut être la place de la mairie, la revitalisation d'un centre-bourg, ça passe souvent par désimperméabiliser aussi. Donc on peut intervenir de multiples façons. Et puis sur les collectivités qui sont les nôtres, au niveau du département, on a aussi notre propre patrimoine. Donc on a nos routes, on a nos délaissés de routes, on peut et là vous avez la compétence. Et là on a la compétence et là on peut intervenir. De quelle façon par exemple? Je pense là il me vient en tête une chose, la limitation des fauches sur les routes départementales, qui ont permis de laisser une végétation un petit peu plus importante. Donc, et en quoi ça va jouer sur le ça va permettre une infiltration des eaux plus importante. Je pense à les aménagements. Il n'y a plus un collège aujourd'hui qui va être construit sans qu'on ait intégré la problématique eau sous toutes ces formes, parce que c'est-à-dire plus de courant macadam, plus rien du tout. Alors il y aura toujours de la courant macadam parce que vous en aurez besoin, ne serait-ce que même pour certains jeux, mais par contre on essaye de les limiter au maximum, on végétalise au maximum, on récupère les eaux de pluie, on crée des noues qui deviennent des îlots de biodiversité. Voilà, donc on a aussi quand même sur notre propre patrimoine la possibilité d'agir. D'accord. C'est rassurant. Daniel Delahaye, on l'a vu dans le film et on l'entend au propos de vos voisins, c'est la couverture du sol qui compte le plus pour limiter l'érosion en zone rurale. Oui, ça a été dit tout de suite. C'est-à-dire qu'effectivement, ne serait-ce que par exemple la couverture des sols d'hiver, quand il n'y a pas de tous les intercultures, c'est absolument fondamental. Même si au départ on était plutôt sur une logique consommation des nitrates, en tout cas l'effet sur l'érosion il est patent. Donc c'est vraiment intéressant. Et tout ce qui permet de faciliter l'infiltration à toutes les périodes de l'année, c'est du ruissellement de gagné, puisqu'effectivement l'idée générale est d'éviter que ce ruissellement sorte de parcelles, et pour qu'il n'en sorte pas, le mieux c'est qu'il ne se forme pas. Par contre, on en reparlera peut-être un petit peu après, ça ne répond pas à tous les enjeux. C'est-à-dire que... aux abats d'eau massifs, pas voilà, c'est-à-dire qu'on a un département comme la Seine-Maritime, mais globalement la Normandie, est sujet à deux grands types de phénomènes. Les phénomènes qui sont ceux dont on a parlé jusque-là, qui sont plutôt des phénomènes hivernaux, les longues pluies d'hiver, avec préparation du sol, réduction de la capacité d'infiltration, et puis au bout d'un moment, même des petites pluies permettent d'avoir un ruissellement important. Et puis à côté de ça, on a des phénomènes orageux. Et on le sait, ça, dans le cadre du changement climatique, que ces phénomènes-là, ils seront de plus en plus importants. Et là, ça peut être 70, 80, 100 mm de pluie en quelques heures. Alors, c'est pas comparable avec des événements méditerranéens ou cévenols, évidemment. On n'a pas 300, 400, 500 mm de pluie, mais néanmoins, 100 mm, c'est suffisant pour générer déjà des coulées de boue massives. Et si on prend quelques exemples, on avait connu Saint-Martin-de-Beaucherville il y a quelques années, mais un cas encore plus flagrant, je trouve, c'est 2003, c'est la vallée de la Touques, donc Trouville-Deauville, où là, l'inondation, la crue rapide, en fait, se forme sur 3 petits bassins versants intégralement boisés. Donc on est là que sur du couvert forestier. Donc il y a un moment où la couverture végétale n'est plus suffisante.
D'accord. Donc c'est vraiment deux philosophies de gestion différentes, quoi. Donc les solutions fondées sur la nature, c'est pas un nouveau saint Graal qu'on aime à chercher en France en permanence. C'est une alliée du génie civil. C'est une alliée. Et puis alors, pour revenir sur ce qui a été dit aussi précédemment, c'est l'expérience, parce que c'est une expérience qui a été conduite en Seine-Maritime, autour des bassins versants, et puis avec l'animation de l'AREAS. À la fois, c'est unique en France. Et puis, moi, je trouve ça profondément intelligent. Parce que de se dire, arrêtons de construire des ouvrages à l'aval des bassins versants qui déconnectent simplement les surfaces cultivées ou les surfaces agricoles des espaces urbanisés, de se dire, non, remontons l'aménagement en amont et puis essayons d'en mettre partout et de réduire toutes ces zones de production. Ça offre des possibilités pour le futur. C'est-à-dire que là, si on était uniquement sur les ouvrages structurants, on serait en rupture. C'est-à-dire que là, on ne pourrait pas faire face au changement climatique. On ne va pas se mettre à réagrandir tous les bassins d'orage. Tandis que là, il y a toutes ces pistes d'hydraulique douce qui peuvent être utilisées pour continuer à, travailler sur les bassins versants, comme ça a été décrit tout de suite, c'est-à-dire vraiment en micro-local. Et ça permet des résultats et ça permet l'adaptation. Et ça n'a pas de prix aujourd'hui, d'être capable de s'adapter. Bref, réfléchir au-delà des limites administratives, la fameuse transversalité dont on parle tout le temps. C'est pas le rôle du département, ça, Monsieur Terrier, Madame Dutheil, le département comme, on va dire, organe de concertation, de dialogue obligé entre les collectivités? Alors, pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit ma collègue du département de l'Eure, le département de Seine-Maritime que je représente ce matin, bien entendu, on est en train en parlant simplement de réparer certaines choses. On parlait des collèges, dans les collèges tout à l'heure neufs qu'on est en train de diriger en ce moment. Bien entendu, tout ce volet végétalisation, il est en place. Le département que je représente aujourd'hui, on a mis des enveloppes très lourdes ces derniers temps pour revégétaliser les anciens collèges. On a 109 collèges et on a dirigé des enveloppes dans les jours prochains. C'est 2 ou 3 collèges de la région rouennaise qui vont se retrouver un peu végétalisés, accompagner également, bien entendu, le travail de l'AREAS et faire des petits ouvrages doux, je vais le dire comme ça. Et dans les réalisations des voiries d'aujourd'hui, on a des voiries qui sont perméables. Donc c'est une technique nouvelle qui est très coûteuse également, mais on doit aller dans ce sens. On doit aujourd'hui... dans tous les ouvrages qu'on est en train de réaliser, c'est de vous accompagner dans la problématique qu'on rencontre. C'est pas encore de continuer d'accentuer. Quand on a un parking chez moi, je prends cet exemple parce que je le connais bien, je pourrais en dire d'autres, on va avoir un projet qui va se mettre en place. Bien entendu, il va y avoir un parking qui va se mettre là. Il y a quelques années de ça, même encore peut-être il y a quelques mois, on aurait mis un tapis d'enrobé, etc. Aujourd'hui, si on veut aller dans le sens et si on veut la jouer collective, non, le parking de demain, il sera alvéolé, il sera perméable, etc. En même temps, c'est la loi, ça, maintenant. C'est la loi, mais je pense que ce n'est pas toujours réalisé comme on l'imagine. Oui. Donc, la loi, on n'est pas là pour parler de ça, mais quelquefois un peu contournée, parce qu'en définitive, quand vous avez une enveloppe pour faire une réalisation, et quand on veut aller dans le sens qu'on est en train de parler aujourd'hui, que c'est le bon sens pour demain, pour les générations qui vont nous accompagner, qui vont venir derrière nous, c'est d'essayer de leur laisser les meilleurs ouvrages possibles, qu'il n'ait pas les soucis que nous, on a rencontrés, de par toutes ces problématiques qui se sont accumulées et qu'on a pris à bras-le-corps avec l'AREAS. Madame Dutheil, planification, transversalité, concertation, discussion, l'eau oblige. Le risque oblige à avoir au-delà de sa propre circonscription, au-delà des limites administratives, au-delà des limites entre les services. Ça ne doit pas être simple. Non, mais ça a été dit. Je veux dire, voilà, l'eau n'a pas de limite administrative, donc c'est vraiment à l'échelle du bassin versant qu'il faut réfléchir. Alors, on n'a pas mis au niveau du département, on n'a pas mis en place des syndicats de bassin versant, et ce qui était une très très bonne initiative. Mais bon, c'est la façon quand même dont les choses sont gérées, dont les mesures sont réfléchies et mises en action. Je voulais juste revenir on va pas revenir sur la problématique réglementaire, mais aujourd'hui il y a la problématique du coût.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, indépendamment de... Vous avez un exemple concret d'ailleurs dans votre Oui, j'ai un commune. exemple très concret parce qu'on dit toujours, on a fait faire un diagnostic des vulnérabilités du département de l'Eure par le CEREMA qui nous avait appris que nous avions tendanciellement une pluviométrie moins importante que celle de notre voisin séno-marin. Pour autant, et c'est ce que disait M. Delay, on a des incidents climatiques qui sont de plus en plus fréquents et qui sont de plus en plus intenses. Et ça a des conséquences vraiment très, très directes. Alors je pense que c'était en juin, des grosses pluies de juin d'il y a 2 ans, où sur mon intercommunalité, on a eu des coulées de boue absolument sur la commune de Beaumontel qui était tellement importante. On a eu un effondrement d'ouvrages d'art, enfin, bon, voilà, la totale. Résultat des courses, je suis aussi vice-présidente de mon intercommunalité en charge des finances. La réparation des incidents produits a consommé 25% de notre enveloppe de programmation sur nos routes intercommunales. 25% pour un seul incident. Ouais, donc là, aujourd'hui... 500 000 euros. Ouais. Et c'est sûr que ce sont des problématiques qui ne peuvent pas se réfléchir à l'échelle de la commune de Beaumontel. Mais est-ce que vous auriez pu faire autrement, ou est-ce que si vous aviez mis... Non, il va falloir s'organiser pour s'adapter à ce qui ne va pas manquer d'arriver. Alors donc on fait les deux, c'est-à-dire qu'on va mettre en place toutes des solutions d'hydraulique douce, restaurer aussi des cours d'eau, recréer les méandres pour limiter les écoulements. On va faire tout ça, on travaille avec la Chambre d'agriculture, mais il va falloir aussi se préparer à ces incidents et anticiper le coût j'allais pas dire de l'inaction, parce qu'en fait on ne pouvait pas non plus nécessairement le mettre en place, mais il va falloir s'organiser. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Le département de la Seine-Maritime a mis en place un comité départemental de l'eau il y a quelques années déjà. Nous, on le met en place là, donc là c'est une co-construction avec les services de l'État, donc avec la préfecture Mais on y fait quoi dans ce comité de l'Eure. départemental ? Là en fait on va regrouper en fait tous les usagers de l'eau, mais les agriculteurs, mais c'est aussi les industriels, les collectivités, les usagers de l'eau. Mais il n'y a pas déjà ça dans les clés ? Alors vous l'avez dans les clés, mais la clé elle va être à l'échelle justement de votre cours d'eau, elle ne va pas être nécessairement à l'échelle départementale. Donc là c'est vraiment d'avoir une vision globale, de partager le même diagnostic, c'est-à-dire que tous les acteurs connaissent toutes les problématiques liées à l'eau, parce que là on a parlé ruissellement, coulée de boue, inondation, mais il y a aussi la problématique de la quantité d'eau des fois disponible, là, il y a la problématique de la qualité de l'eau, propre ou impropre à la consommation. Donc voilà, donc c'est d'être tous ensemble, de partager le même diagnostic, de voir et de valoriser aussi les actions qui sont déjà mises en œuvre pour donner envie aux autres collectivités, que ce soit un syndicat de rivière, un syndicat de bassin versant, de le mettre en place. Parce que des fois, il suffit de peu de choses. C'est vrai. Daniel, ça vous convient tout ça ? Ça va ? Oui, effectivement, je crois que maintenant on arrive à un temps où les outils, même d'hydraulique douce, aujourd'hui, sont vraiment disponibles, ils sont expérimentés, validés. Donc, il y a besoin de progresser encore dans certains domaines, effectivement. Par contre, ce qui va être important, c'est de décloisonner tout ça. C'est-à-dire d'avoir une approche. Daniel, ah oui, c'est vrai que. Bah oui aussi, moi, depuis que je suis universitaire, on me parle de pluridisciplinarité. Je l'ai encore jamais totalement vu, mais là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut mettre tous les acteurs autour de la table parce que c'est un destin commun. Et puis, d'autre part aussi, on peut très bien aménager pour gérer de l'hydraulique, mais ça peut être aussi des aménagements qui sont intéressants pour la biodiversité. Ça peut être aussi des aménagements qui sont intéressants pour la partie bioclimatique. Donc voilà. Pour aussi rafraîchir les villes, vous voulez dire, par exemple. Ah oui, bien sûr, oui. Et donc, ce qui fait qu'il y a une convergence, je pourrais dire en tant qu'universitaire des luttes, mais c'est vraiment on est à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est prêt à avoir une vision très systémique de l'aménagement. Et c'est ce vers quoi il faut tendre maintenant. Et c'est le secret, à mon sens, de l'adaptation. En luttant contre l'érosion, le ruissellement, on améliore le cadre de vie, on rend les villes plus vivables. Je vais résumer ça comme ça. Je vous repasse la parole. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs ? Chère Marielle Demand, qui officie là à droite, pour nos amis qui sont en visio, dont vous n'avez rien ?
Pas de questions sur Pas de questions, mais le public en a plein. Il y a déjà une main qui se lève. Bonjour monsieur. Ensuite vous, ça fait 2 questions. Est-ce qu'un micro pourrait hâtivement se diriger vers monsieur qui est à ma gauche? Voilà, merci. Eh ben, c'est la régie elle-même qui s'en charge. Oui. Bonjour, présentez-vous monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, Christian Meyer, donc je suis à Auberville-la-Manuelle et en fait je suis retraité au conseil municipal et je suis un Parisien. Ah, et moi aussi. Il y a 20 ans, j'étais en poste de direction à la centrale de Palluel et en arrivant à la centrale de Palluel, j'ai découvert que je devais renouveler un contrat pour réempoisonner la Durdan. Alors en fait, il faut savoir que la Durdan sert de source naturelle et d'eau douce pour la centrale. Et donc c'est aussi un des aspects que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'était le fait qu'il faut entretenir nos ouvrages et en fait entretenir les ruisseaux, ça fait partie des choses. Et puis par rapport à l'érosion, je voulais aussi témoigner de ce que j'ai vécu aussi. C'est par exemple, vous savez qu'on a des lotissements, et dans les tout premiers mois, j'ai eu à être confronté en fait à reloger des agents du fait des marnières qui avaient fait que des maisons devenaient inhabitables. Donc ça, c'est aussi un élément important sur l'érosion. Dernier témoignage aussi, c'est en fait chaque année, nous devons, enfin et ça continue d'ailleurs, on doit déplacer des galets. Parce qu'en fait, dans l'érosion, n'oublions pas aussi qu'il y a l'érosion avec les répercussions sur nos falaises, et donc le retrait du trait de côte. Et en fait, la centrale, comme toute personne, à partir du moment où vous avez quelque chose qui avance dans la mer, pour permettre la remontée des galets, donc en fait, vous avez l'obligation de déplacer des galets en aval pour permettre la remontée des galets jusque dans le pays du Touquet. Et donc, en devenant conseiller municipal, j'ai donc avec plaisir pris la responsabilité de représenter ma commune dans le syndicat des bassins versants. Et donc, j'ai découvert l'organisation des syndicats des bassins versants. Et la question que je voulais poser à la table ronde, c'était est-ce que vous êtes sollicité par les autres départements pour essayer d'apporter votre retour d'expérience, voire même votre expertise? Parce que quand on regarde les informations à la télévision et qu'on voit par exemple dans le Nord les inondations en voyant les communes répondre les unes après les autres et non pas répondre de manière groupée, ben on se dit qu'il y a une expérience en Pays de Caux qui mériterait d'être connue dans les autres départements. Merci beaucoup, monsieur Terrier, sur cette question-là. Merci beaucoup, monsieur, de vos questions. Si je peux déjà vous rassurer dans un premier temps, l'ensemble de vos interrogations, ils sont prises en considération par nos instances. 2 ou 3 points. Alors le retrait de trait de pointe de craie, ça nous anime évidemment bien au quotidien. Vous devez bien vous douter, entre Saint-Valéry, etc. On est concerné par tout ce genre de choses. Réempoisonner les rivières, etc. Bien entendu qu'on y pense. Mais par contre, dans tout ce qu'on s'est dit ensemble aujourd'hui, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire on va réfléchir ensemble. On a des réalisations à faire, mais on n'a pas parlé des financements de tout ça. Je pense que de temps en temps, il faut savoir également se repositionner, remettre ses pieds sur terre et regarder comment tout ça peut être financé. Vous avez parlé également, qui nous anime également, l'entretien. Ce n'est pas tout de faire des réalisations, etc. Il faut les entretenir. Et ça, ce sont également des enveloppes colossales. Hein. Donc, je dirais même, j'aurais pratiquement l'honnêteté de dire, on est un petit peu en retard sur l'entretien. On est très vigilant maintenant, mais également, ce sont des enveloppes hyper importantes. Et puis, les départements que nous représentons, oui, on partage nos malheurs, nos bonnes choses, etc. Donc, ça fait partie également, pour tout élu qui se respecte, de communiquer un peu les problématiques qu'il peut rencontrer, à la fois dans le bon sens et dans le mauvais sens. Et puis, j'ajouterais, je conclurai là-dessus, le département de la Seine-Maritime, vis-à-vis de tout ce qu'on a pu dire tous ensemble, qu'il mettait en place, on a également un volet très fort, paysager. Hein, donc, on a également la chance, sur notre territoire, de faire partie de parc des boucs de la Seine-Normande pour ce qui nous concerne, qui nous permet également de planter, etc. Moi, la commune que je représente, depuis que je suis maire, on a reconstitué 5 km de linéaire boisé. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a fait, en gros? On a remis en place ce qui existait et qui a été détruit par quelques générations.
Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On travaille vraiment tous ensemble, département, milieu agricole, industriel, etc., pour vraiment aller tous dans le même sens. Et avoir également un respect des enveloppes financières, parce qu'on n'en parle pas, mais tout ça, et vous n'êtes pas sans vous imaginer non plus que les aides vont se raréfier dans les mois et certainement années qui viennent. Donc il faudra faire mieux avec moins. Daniel Delahaye, en 2 mots, la hausse du niveau de la mer, l'érosion du trait de côte, est-ce que ça a une influence sur le ruissellement et sur l'érosion? Alors déjà, il est prouvé que l'érosion des falaises, c'est principalement les agents météoriques, contrairement à ce que l'on pensait. Très longtemps, on a considéré que c'est parce que c'était grignoté par la mer. Non, c'est les alternances gel-dégel, c'est le ruissellement. Donc il y a une importance. Par contre, je voudrais peut-être revenir sur la question qui était sur posée. Les galets. On peut revenir sur les galets. Non, on n'a pas le temps. Mais faut pas tout faire. Les galets, oui, il faut les laisser très longtemps. On a essayé de les bloquer pour les avoir en face de sa commune. Dans les faits, il faut les laisser transiter parce que quand on les bloque à un endroit, ils ne sont pas ailleurs. Et donc on active l'érosion ailleurs, quoi. Donc effectivement, leur destin, c'est de partir du cap d'Antifère et puis d'aller jusqu'au galet, jusqu'au cordon du Hourdel. Bon, voilà, ils transitent. Alors sauf, il y a un seul endroit, et c'est très bien conservé, c'est parfait. C'est comment Étretat. C'est pour ça que les galets sont beaucoup plus petits, qui est une cellule hydrosédimentaire qui est fermée. Donc il y a très très peu de galets qui s'échappent. Mais autrement, le reste, ça transite. Ça part en baie de Somme et ça gêne la Somme. Voilà. La sortie de la Somme. Oui. C'est le principe du poulier, de la flèche. Ah oui, mais ça fait du bien aux phoques. Voilà. Et donc je voulais revenir sur l'histoire Alors effectivement, je pense que l'exemple de la Seine-Maritime, il pourrait être dans la structure de bassin versant, ce serait très intéressant. Par contre, je pense que toutes les méthodes qui ont été élaborées dans ce département, notamment d'hydraulique douce, elles se déplacent. L'AREAS a fait plein de séminaires et de masterclass et autres webinaires un peu partout. Donc les outils se répandent. Par contre, je voulais juste attirer l'attention, c'est que tout n'est pas transposable partout. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, les limons partent à la mer. Il ne part pas plus de limons à la mer en Seine-Maritime que dans la Manche, par exemple. Tout simplement parce qu'on a très très peu de cours d'eau qui vont jusqu'à la mer. Il y a énormément de vallons secs, et c'est dans ces vallons secs que se stockent les limons. Quand on fait des sondages dans le fin fond de certains grands talwegs, on a des épaisseurs de limons qui sont stockées depuis plusieurs milliers d'années et qui représentent des épaisseurs de plus de 10 mètres, 20, 15 mètres. C'est vraiment très important. Donc, heureusement déjà qu'on a ces piégeages intermédiaires qui évitent d'avoir des décharges sédimentaires à la mer, parce que peut-être qu'on n'aurait pas des plages de galets, mais des plages vaseuses. Donc, et puis avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et aujourd'hui, les relations avec la mer sont beaucoup plus difficiles dans les zones, je dirais, de massif ancien, armoricaine, CF, la Bretagne. Voilà, les algues vertes, elles viennent bien elles sont en lien avec la qualité des eaux qui sont relarguées sur le littoral. Donc, c'est des problématiques qui sont différentes. Sur le massif ancien, on n'a pas de nappe profonde, donc toutes les eaux sont en surface. Ici, un des enjeux, c'est de protéger la qualité de la nappe aussi, qui est quand même une des ressources, la ressource majeure régionale. Donc voilà, je dirais que tout ce qui concerne les techniques agricoles, techniques culturales, tout ce qui concerne les méthodes qui sont à l'échelle de la parcelle, ou du petit groupe de parcelles, ça, c'est transposable partout. Par contre, dès qu'on descend, qu'on arrive à l'échelle du bassin versant élémentaire et des bassins versants un peu plus grands, eh bien là, c'est des enjeux parfois qui sont différents, quoi. Donc, il faut adapter les choses. On a toujours tendance à vouloir chercher des solutions sur l'étagère, oui. Est-ce qu'on parle un peu changement climatique, quand même? Après la deuxième question. D'accord. Monsieur, bonjour. Et on va essayer de faire vite. J'essaie de rattraper le retard. Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. On vous entend. Moi, je suis Frédéric Weiss, je suis président d'un syndicat de bassin versant, le bassin versant de l'Arc, qui représente à peu près 122 communes, 8 communautés de communes qui sont adhérentes de ce syndicat-là. Et ce syndicat, il a la compétence GEMAPI et ruissellement agricole. Donc, on gère la question de la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, et puis on travaille aussi donc sur la question des ruissellements. On a fait un petit calcul avec mon directeur Loïc Tulliès qui est présent sur des parcellaires.
on a une érosion moyenne de 2 tonnes de limon qui partent à l'hectare dans les rivières, quand effectivement les champs sont quand ils ne sont pas couverts ou quand effectivement il manque des actions pour limiter la question des ruissellements, des prairies, des haies, des couverts végétaux, etc. etc. Et bien évidemment, après, on a des déversoirs d'orage qui nous permettent de contenir ces limons pour pas qu'ils partent. En moyenne, quand même, on a fait un petit calcul, c'est quand même 50 000 € par an qu'on injecte pour nettoyer ces déversoirs d'orage. Toutes les politiques qu'on mène, c'est pour notamment la question de ce qu'on appelle des points chauds, c'est-à-dire à des moments donnés, quand on voit qu'il y a des ruissellements qui sont très impactants pour les routes, pour les habitations, on essaie d'y travailler. Et c'est quand même un budget de 50 000 € aussi en moyenne par an qu'on met et qui sont, j'ai envie de dire, c'est le contribuable aujourd'hui qui paye ces travaux-là. Et moi, je ne remets pas du tout en cause le fait que la compétence, elle a été donnée aux communautés de communes. Les communautés de communes les ont transférées généralement au syndicat de bassin versant et qu'on doit travailler tous ensemble sur cette question-là, et notamment sur la question des sous-bassins versants. On s'aperçoit que alors moi, sur l'agriculture, elle change, le modèle agricole, il change aujourd'hui. Il y a de moins en moins d'élevage, donc il y a de moins en moins de prairies, il y a de plus en plus de culture, donc s'il y a de plus en plus de culture, le risque de ruissellement, il s'accélère aussi. Et on a un modèle agricole, j'ai envie de dire, à réinventer aussi pour pouvoir limiter la question des ruissellements. Et j'en viens à la question de... Merci. On a une expérience aujourd'hui, notamment grâce à l'AREA, sur ce qu'il faut faire techniquement. Ce qui nous manque quand même aujourd'hui, moi je pense que c'est une expertise, une ingénierie juridique pour qu'on reprenne la question des... comment on fait pour que les agriculteurs ils puissent faire pas des remembrements, mais qu'ils puissent aussi, qu'on puisse travailler cette question du droit agricole pour prendre en charge des questions comme le ruissellement qui impactent pas seulement le milieu agricole, mais le milieu urbain, les gens qui ont des habitations et qui sont largement impactés par ces questions-là. Voilà ce que je veux dire. Et effectivement, ça a été soulevé. Il y a des outils qui existent et moi j'espère que grâce à l'Agence de l'eau, on pourra aussi y aller sur ces outils-là, les PSE notamment. On doit pouvoir, en lien avec les départements et l'Agence de l'eau, pouvoir avoir ce genre d'outils pour nous permettre de travailler avec le monde agricole pour changer les pratiques. Je vous remercie. Madame Dutay, je vous laisse répondre et ce sera le mot de conclusion. Daniel, on reparlera de changement climatique à la deuxième table ronde, à laquelle vous participez également, madame. Oui, moi je vais juste rebondir sur la partie où vous dites à un moment on a une enveloppe de 50 000 €. Ça pose la problématique pour entretenir ces aménagements. Ça pose la problématique du coût. En fait, on a parlé du mur des investissements qui s'offre, enfin qui est devant nous. Et pour moi, ça pose la question de qui finance cela. Et vous l'avez dit, c'est le contribuable via la taxe GEMAPI, via nos contributions diverses et variées. Et je pense que là où peut-être le bas blesse, parce que pour rebondir sur la remarque de monsieur tout à l'heure, nous les collectivités, on se parle, on se retrouve, mais après c'est d'aller jusqu'au dernier kilomètre, c'est-à-dire jusqu'aux habitants de notre territoire, à qui on va demander peut-être à un moment d'augmenter cette taxe de la GEMAPI pour financer tous ces travaux-là et pour que cette augmentation elle soit acceptable. Donc là, il y a peut-être un petit travail aussi à faire. Alors donc on essaye de le faire. Au département, on a mis en place on avait lancé un appel à projet départemental. Malheureusement, on n'a eu que deux intercommunalités qui ont répondu présentes pour installer des repères de crues. Parce que ça, le repère de crues, ça permet vraiment aux habitants du territoire de se rendre compte très concrètement, c'est visible, quoi, ça se voit, on voit le repère de crues, on voit que il fait 2 fois la hauteur de votre gamin. Donc là, vous vous dites, oh là là, si jamais ça arrivait, il faut qu'on soit préparé. Donc il y a aussi cette culture du risque. Alors, il ne faut pas affoler non plus, mais il faut quand même, je pense qu'il faut aussi qu'on travaille, en tous les cas, on y réfléchit, nous, au niveau du département, sur mieux communiquer, mieux vulgariser ça, vraiment à destination de tous ces enjeux-là, à destination des habitants du territoire. Il ne faut pas que ça reste entre nous. Merci beaucoup, madame. Merci, messieurs.